On les appelle à tort des clichés, des poncifs, alors que ce sont des figures de style essentielles au cinéma. Ce sont ces scènes, ces images, qu'on a déjà vues 100 fois, mais qui sont à chaque fois différentes. Ce sont comme de petits motifs musicaux qu'on entendrait de film en film et qui font dialoguer les films entre eux. Ces images, ce sont des tropes culturelles qui nous racontent une histoire souterraine du cinéma. Bienvenue dans Déjà Vu. Lorsque le cinéaste hongkongais John Woo livre son manifeste d'action Hard-Boiled, son œuvre a déjà largement dépassé les frontières asiatiques et son nom est clamé par la cinéphilie internationale après que Tarantino et surtout Martin Scorsese l'aient officiellement adoubé. Aussi n'est-il pas étonnant qu'Hard-Boiled nous offre un plan séquence apocalyptique sur les 2 étages d'un hôpital, puisque la mode cinéphile de l'époque est justement orientée vers l'exploit filmique, la performance technique, depuis que Scorsese a excité les rétines avec son magnifique plan séquence des Affranchis en 1990. Un coup d'éclat si remarqué que le proche ami de Martin, Brian De Palma, décide aussitôt de débuter son film suivant, Le Bûcher des Vanités, par le plan séquence le plus improbable et le plus compliqué que l'époque permet. Avec changement d'ambiance, changement d'éclairage radicaux, synchronisation, chorégraphie. I am the man of the moment. Et tout le tout-team. Jalousie, émulation artistique, concours de sgeg, tout à la fois. The opening shot of Wells' Touch of Evil was 6.5 minutes long. 6.5 minutes, Walter? 3 or 4 anyway. He set up the whole picture with that one tracking shot. Même le grand public de l'époque ne peut plus ignorer cette figure de style et il se voit régulièrement rappeler que l'ouverture de La Soif du Mal d'Orson Welles constitue le modèle censément indépassable du plan séquence. Pourtant, n'importe qui peut s'autoriser un plan séquence, puisque par définition, il ne s'agit que d'un plan qui dure tout le temps d'une séquence sans coupure. Et à ce rythme-là, n'importe quelle caméra de vidéosurveillance propose du plan séquence. En vérité, le terme le plus approprié pour décrire ces exploits techniques et stylistiques serait plutôt l'Entfesselte Kamera, la fameuse caméra déchaînée mise au point par le génial opérateur Karl Freund sur le classique de Murnau, Le Dernier des Hommes en 1924. Une caméra suffisamment mobile pour autoriser les chorégraphies les plus affolantes et retirer ces chaînes qui rattachent le cinéma au théâtre filmé. Une évolution technique et artistique qui va effectivement déchaîner le cinéma international dans les dernières heures glorieuses du muet, avant que l'arrivée du parlant ne sonne la fin de la récré et ramène ce beau monde à l'immobilisme. Ainsi, le plan séquence mobile et chorégraphié serait, pour le cinéma, comme une forme d'émancipation de la règle théâtrale, puisqu'il fait de la caméra un regard actif qui supplante, qui ordonne le regard du spectateur. David! Oh, no, this is, you've made a mistake. This is Kenneth Lawrence. Oh, I'm so sorry. Oh, that's all right, Anita. C'est pour cela qu'Alfred Hitchcock choisit délibérément d'adapter une pièce de théâtre lorsqu'il se lance dans son film expérimental La Corde, en 1948, pour voir si, à l'unité de lieu, de temps et d'action propre au théâtre, on ne pourrait pas rajouter l'unité de plan propre au cinéma. Avec son plan séquence de 80 minutes, excusez du peu, soigneusement rafistolé par des raccords invisibles, La Corde se distingue surtout par une caméra qui cherche à se faire oublier et qui se déplace pour retrouver des angles de prise de vue qu'on aurait pu trouver dans un film normalement découpé. Il y a donc eu, avant 1958 et La Soif du Mal, quantité d'exploits filmiques qui ne cherchaient pas spécialement à se faire voir. Qui cite aujourd'hui The Big Clock de John Farrow et son incroyable caméra omnisciente?
Qui se souvient qu'un des tout premiers films français sonores débutait par un plan séquence vertigineux pour l'époque? À son corps défendant, Orson Welles a un peu contribué à créer la notion de frime à une époque où la mise en scène commençait à devenir un truc cool qui excitait la jeunesse, notamment européenne. Mais certains n'oubliaient pas que l'idée d'une caméra déchaînée entraîne la libération de ses chaînes. Et le film qui aura le plus d'impact sur la mode des plans séquences des années 90 est une œuvre soviétique de 1964, Soï Kouba, une commande de l'État russe pour célébrer la révolution cubaine. Armé d'une Caméflex de fabrication française, ingénieusement modifiée, le réalisateur Mikhail Kalatozov et son chef-op Sergueï Ourouzevski imaginent une caméra aussi libre et omnipotente que peut l'être un peuple qui décide de se soulever. Mais l'incroyable ferveur libertaire qui se dégage du film effraie le pouvoir. Et cette œuvre sidérante est remisée au placard parce que trop révolutionnaire. C'est sa redécouverte tardive dans les années 80 qui va donner des ailes à Scorsese en lui rappelant qu'au cinéma, on peut tout se permettre. Et c'est également Soï Kouba que va émuler Paul Thomas Anderson dans son Boogie Nights. Le bloc soviétique, lui, préférera broder autour de la performance artistique, comme dans L'Arche russe de Sokourov, un film-séquence de 96 minutes, voire même dans la proposition philosophique avec cette étonnante et cruelle mise à l'épreuve des nerfs du héros et du spectateur dans Nostalgia d'Andreï Tarkovsky, où la caméra refuse de couper tant que le protagoniste n'a pas accompli son parcours en gardant sa bougie allumée. Car si la caméra déchaînée devient toute puissante, paradoxalement, elle enchaîne à elle le regard du spectateur. John Carpenter l'a pressenti dès Halloween, en nous obligeant à être le regard du tueur, sans possibilité de nous y soustraire. Une figure de style que Brian De Palma va travailler dans presque tous ses films, de Blowout aux Incorruptibles, et que d'autres mèneront au paroxysme foutraque du point of view. Cette caméra peut nous enfermer dans un lieu clos et dangereux, comme les protagonistes des Fils de l'Homme. Nous révéler qu'on est pris au piège de l'architecture, comme ce pauvre Carlito dans L'Impasse. Elle peut délimiter les contours de l'arène où devra avoir lieu la grande confrontation dans Kill Bill. Elle colle aux basques d'adolescents à la dérive, enfermés dans leur tête, comme les futurs criminels d'Elephant. Cependant, en 1997, le grand Robert Zemeckis va discrètement briser à nouveau quelques chaînes dans son plan séquence du film Contact, qui débute par un tournage en extérieur au Mexique et se conclut sur un plateau à Los Angeles. On y trouve en effet la toute première transition numérique invisible, très exactement à cet endroit. Et celle-ci va avoir pour effet à long terme qu'il n'est plus possible de frimer, de s'adonner à l'exploit du « Eh, regardez, on a tout fait en une seule prise ». Dorénavant, la caméra peut s'amuser à entrer et à sortir d'un véhicule en marche. Ce qui compte, c'est pourquoi elle le fait, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous fait ressentir. Hey. You done on the fight yet? Oh shit, I forgot. You seen Jimmy George? Yeah, he's done in the tunnel. Avec son plan séquence de 12 minutes qui ouvre le film Snake Eyes, Brian De Palma nous dévoile toute la problématique inhérente à cette figure de style. Cette caméra déchaînée, libre de ses mouvements, nous donne l'illusion de tout voir, de tout maîtriser, alors que précisément elle force notre regard. That seem right to you? Et tout l'enjeu du film, ensuite, sera de trouver l'image manquante, de découvrir le détail que nous n'avons pas su voir dans cette séquence. Par-delà ces thématiques forcément très cérébrales, c'est le cinéma d'action, le cinéma de la bagarre, qui va faire du plan séquence une figure récurrente.
ne s'agit plus ici d'exploits techniques puisque les systèmes de prise de vue modernes offrent toute latitude. Il s'agit ici de mettre en évidence les exploits des cascadeurs. Si thématique il y a, elle est plus souvent accidentelle, comme ce fut le cas du célèbre Old Boy et son fight au marteau qui fut décidé tardivement dans la production. À l'heure où la technologie permet d'imaginer et d'exécuter les plans séquences les plus longs, comme dans 1917, les plus habilement suggestifs, comme dans Birdman, ou les plus ludiques, comme dans Tintin, le choix de cette figure de style implique nécessairement une intention. Retrouver ce que l'on cherche à communiquer à son spectateur. How are you feeling? Houston, I'm fine. Just keeping your lunch down in 0G is harder than it looks. Lorsque Alfonso Cuarón débute Gravity par un plan séquence de 12 minutes, il n'est pas dans le défi technologique. Pas seulement. I'm not gonna ask you again. 1 second. Not 1 second now. Shut it down. Il nous présente une héroïne qui, elle aussi, se donne l'illusion de tout maîtriser par la technique. Dr. Stone, detach. Une héroïne dont le parcours initiatique ne pourra débuter que lorsqu'elle acceptera de changer de plan, de se déchaîner. Would you agree with that, Mr. Dunbar?